Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ce n'est pas toujours si évident. Cet épisode est sponsorisé par la régie publicitaire ThinkPub et réalisé par la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Pour rappel, ce podcast donne la parole à des personnes connues ou moins connues mais qui ont en commun la maîtrise de leur sujet. Elles interviennent ainsi sur des thématiques précises afin d'ôter toutes méconnaissances, mauvaises informations et déformations de l'information qui biaiserait notre analyse d'une situation donnée. Ce podcast est disponible en écoute sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et sur Urban FM 104.5, la station urbaine. La grossesse est une période de 9 mois pendant laquelle une femme porte et nourrit un fœtus dans son utérus. C'est une période de transformation physique et émotionnelle importante dans la vie d'une femme. La plupart des grossesses se déroulent sans problème majeur et la plupart des bébés naissent en bonne santé. Cependant, il est tout aussi important de reconnaître que chaque grossesse est unique et il peut y avoir des défis imprévus. Cela peut être une expérience difficile. Mettre au monde un enfant qui a un handicap en fait partie. Cela peut être une expérience difficile et émotionnellement éprouvante pour les parents. Le plus grand défi demeure alors dans la gestion de cette situation. Comment accepter la différence de son enfant? Comment l'aider à avoir une vie épanouie? Voici toutes les questions que l'on se pose et c'est celles auxquelles nous essaierons de répondre avec l'aide de Léa qui partagera avec nous son expérience. Bonjour Léa, comment tu vas? Bonjour Gina, ça va très bien et toi? Ça va bien, je te remercie mais sincèrement du fond du cœur d'accepter. Je sais à quel point tu es très occupée. Tu as pris une petite brèche dans ton emploi du temps pour nous recevoir et surtout, doublement merci de partager cette expérience personnelle avec les auditeurs. Je suis sûre que ça en aidera plus d'un. Alors, dis-moi, quand tu es devenue maman, enfin aujourd'hui, tu as combien d'enfants? Et puis, avant de devenir maman, est-ce que tu imaginais ta vie comme ça? Alors, déjà tout d'abord, merci de me donner la parole parce qu'il faut reconnaître que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de partager mon expérience pour pouvoir aider peut-être les personnes qui pourront passer par les mêmes chemins que moi. Aujourd'hui, je suis une maman de 5 enfants. J'ai toujours voulu être maman. Du plus loin que je me souvienne, je pense que j'ai toujours voulu même en avoir 5. Donc voilà, déjà l'esprit maternel très ancré en moi depuis que je suis toute petite. D'accord. Alors, est-ce que on va rentrer directement de plein pied dans notre thématique du jour? Si tu nous parlais un petit peu de la grossesse de ton enfant, fille, garçon Alors, c'est un garçon, c'est un homme maintenant aujourd'hui. Donc, une première grossesse désirée que j'ai eue relativement jeune parce que j'ai accouché, j'étais sur le point d'avoir mes 24 ans, mais c'était une grossesse désirée, voulue, entourée, choyée. Vraiment, j'en rêvais déjà depuis pas mal de temps. Et c'est vrai que c'est un peu avec le recul que je me rends compte qu'il comblait peut-être la perte d'un petit frère. C'est aujourd'hui que je fais le lien entre les deux. Donc, je dirais une très belle grossesse qui a été programmée, qui a été attendue, un accouchement dans un environnement familial peut-être pas idéal, mais bien. Comblé, choyé, sans réelle difficulté apparente. Comme toute jeune fille, j'espérais avoir une petite fille, j'ai eu un petit garçon. J'ai fait ma layette et tout. Donc, rien ne me laissait présager la suite des événements. Alors, tu as dit une grossesse épanouie, tu étais choyée et tout, mais sur le côté pratico-pratique, là, on va parler un peu du suivi médical. Donc, tu sais, les visites là à l'hôpital et tout, rien d'alarmant, rien du tout. Tout était normal. Une grossesse totalement normale. Suivi normal. Un suivi normal. À l'époque, je ne sais pas si je peux citer, c'est pas de la pub. Je me faisais suivre par mon gynécologue, Dr Ogoé. Donc, une grossesse très bien suivie. Vraiment, j'ai envie de dire une jeune maman qui sort de son université. Donc, vraiment, j'ai raté aucune visite. J'étais très alerte même, très alerte. Je suivais l'évolution. Je me rappelle, j'avais un livre d'ailleurs que ma sœur m'avait donné, la grossesse de la conception jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Donc, je lisais tous les jours. Donc, et après, bon, peut-être que nous allons évoluer, mais il faut savoir que tout ne se prévoit pas. Oui. Tout ne se prévoit pas. Il y a des handicaps ou des difficultés qu'on ne décèle pas, même à l'échographie.
Et dans le cas spécifique de mon fils, on va y arriver, c'est une surdité d'origine sensorielle. Donc, c'est pas... comment je pourrais dire? C'est pas quelque chose qu'on règle, c'est pas mécanique. Voilà, donc on peut même pas le voir, on peut pas le voir et on va évoluer dans la discussion et tu vas voir que ça a été très très difficile en fait pour déjà même détecter. Alors là, on a parlé du déroulement de la grossesse. J'ai envie que tu me parles un petit peu de tes projets. Quand tu étais enceinte, comment tu le voyais quand je vais accoucher? Tu voyais des activités à faire avec ton enfant, des projets, des jeux, des rêves. Parle-nous un petit peu de tout ça. Écoutez, première grossesse, Gina, comme je te dis, moi, l'anecdote que toutes les personnes qui me connaissent me concernant, c'est que j'étais enceinte et c'était le lancement des travaux de la marina quand on avait fermé le parc d'exposition. Et je me rappelle encore des couvertures médiatiques qu'il y avait eu à l'époque et je me disais, ils disent dans 5 ans. Donc je m'imaginais, ça c'est vraiment le gros rêve que j'avais puisque j'étais déjà à Libreville, c'était de me balader dans les ruelles de la nouvelle marina avec mon bébé qui aura 23 ans dans quelques jours et... Bon, maintenant, c'est vrai qu'on a la baie des rois. Sinon, non, j'imaginais vraiment une belle petite vie avec ma fille. Puisqu'en l'occurrence, j'espérais avoir une fille. Qui finalement a été un petit garçon. Et un petit garçon, je regrette pas plus que ça, mais bon, voilà. Alors, on va arriver cette fois-ci au moment de la naissance. C'est toujours un moment très particulier aussi. C'est vraiment un moment que toutes les femmes enceintes appréhendent. Tout à fait. Donc, comment est-ce que ça s'est passé? Une grossesse qui a été plutôt longue parce que j'ai fini par accoucher par césarienne. J'ai dépassé le terme, aucune contraction. Mais bon, je ne dirais pas que ça a été spécifique à celle-là parce que ça a été le cas pour tous les autres après lui. Donc, une césarienne après toutes les tentatives pour me faire accoucher par voie basse. Je pense vers 1h, 2h, il commence à y avoir un peu de signes de fatigue de la maman, des signes de souffrance du fœtus. Et c'est là où donc je subis la césarienne. Le bébé arrive, un très beau bébé de 3 kg 400, je m'en rappelle encore. Et puis voilà, comme si c'était hier en fait. C'est à quel moment alors que tu te rends compte que quelque chose ne va pas? Alors, je travaillais déjà, j'étais à ma première année. Et donc, très rapidement, le congé maternité terminé, je recommence à travailler. Et j'avais déjà à l'époque des horaires assez difficiles. Et je me souviens que le premier signe que j'attendais, c'était en rentrant. Quand il entend ma voix, normalement, dans le livre, on nous dit que les bébés, c'est lui. Donc, tout de suite, il devrait se retourner et dire « Maman est là ». Surtout que quand on rentrait, j'avais le bruit du portail, j'avais le bruit de la voiture. Et les premiers signes, c'était ça. C'était à 3 mois. Il fallait qu'il me voie pour exprimer sa joie. Donc, du coup, s'il était avec quelqu'un, même si je l'appelle, je fais du bruit, il ne se retourne pas. J'ai commencé à trouver ça particulier. Ça ne m'inquiétait pas encore. Ensuite, ça a été les sommeils très profonds. Les bébés, on sait que quand on fait du bruit, ils se réveillent. Il avait des sommeils. Quand il dormait, il dormait. Et je pense, avant même qu'il n'ait 6 mois, j'ai commencé à signaler à mon pédiatre de l'époque, à ma maman. Et les premières réponses étaient les mêmes. C'était vous, là, dès que vous avez fait un peu l'école, vous fatiguez. Il n'a rien, ton bébé. On fait 2-3 tests. Et c'est avec le recul que je me rends compte que même les tests que le pédiatre faisait n'étaient pas adaptés parce qu'il y a des sons que tout le monde entend. Donc, les bruits, c'était taper des mains. Tout le monde. C'est une vibration, c'est quelque chose que même devant un cas de surdité, l'enfant réagit quand on tape des mains. Et je me rappelle que c'était les premiers gestes classiques du pédiatre. Mais non, il entend. Allez, il claque des mains et l'enfant il me dit, tu vois, il n'y a rien. Tu es juste trop pressé. D'accord, trop pressé. Donc, 6 mois, 7 mois, 8 mois. Je commence à m'inquiéter de plus en plus, mais je n'arrive pas à trouver de réponse. Une oreille attentive et surtout quelqu'un qui prend ça au sérieux. J'arrive pas à trouver de réponse et je pense que ma mère également, au bout du 9e, 10e mois, m'a dit oui, tu as raison, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Physiquement, il n'y avait rien. Vraiment, il n'y avait rien. C'était même un enfant très éveillé qui réagissait, mais c'est vrai que l'aspect audition commençait à se ressentir. Ensuite, première année d'école, je l'ai mis à Bambino Village en me disant si je l'intègre vite, peut-être que ça m'aidera à combler ce petit manquement que je remarque. Et là, je me rappelle la première photo de classe que j'ai encore qui me parle. C'est-à-dire, on fait une photo de classe et il est là, mais il n'est pas là. C'est-à-dire, tous les enfants sont là. Il fait la photo,
Mais quand j'ai regardé cette photo, je me suis dit, non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, je vais voir la maîtresse. La maîtresse me dit, non, mais pourtant, il suit, hein. Il est avec les autres. J'étais pas convaincue. Et c'est là vraiment où j'ai pris le problème à bras-le-corps parce qu'il ne disait pas papa, il ne disait pas maman. Il faisait des ba, des choses, mais ce n'était pas ce que j'attendais, certainement guidé par tous les livres que je lisais et tout ce que je regardais à la télé. Et donc, j'ai commencé à aller voir un ORL, un deuxième ORL. À l'époque, l'hôpital militaire était très loin d'être ce qu'il est aujourd'hui. Je me rappelle encore, la route était toute rouge. Et donc, on a commencé la croisade des ORL, des tests. Et il y a un ORL quand même qui m'a prise au sérieux parce que j'ai lutté. Hein. Tout le monde me disait, mais vous êtes pressé, mais vous aurez le temps. Et j'ai tellement insisté qu'il y a une dame ORL qui m'a suggéré un examen qu'on appelle le PEA, potentiel auditif évoqué, qu'on ne faisait à l'époque qu'à l'hôpital militaire. Donc, j'y suis allée et je me rappelle encore qu'en salle d'attente, il y avait un papa et sa fille. Moi, mon fils n'avait pas encore 18 mois. Et cette petite fille-là devait avoir 5 ans et elle ne parlait pas. Elle ne parlait pas et on venait faire donc le même examen. Et en discutant avec le papa, c'était plus ou moins la même chose, à la différence donc de la jeunesse, de l'âge de l'enfant. Et quand j'ai vu l'ORL, on a fait l'examen et effectivement, mon fils n'a pas réagi au son. On attendait une certaine réaction, on mettait des électrodes et bref, il n'a pas réagi. Et c'était une surdité qu'on a qualifiée à l'époque de sévère parce qu'il y a donc une classification dans la surdité. Il y a la légère, moyenne, modérée, etc. Et la sienne était quand même avec une perte d'environ 70 décibels. Donc c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça a été un choc. Ça a été un choc. Ma prochaine question, c'est-à-dire que Léa, maintenant que tu racontes ton histoire, en tant que maman, tu vois, j'ai tout mon corps qui est pris de frissons. J'arrive même pas Enfin, je comprends parfaitement ce que tu décris et j'ai envie de te demander, tu étais une jeune maman, impatiente d'être maman, première grossesse, premier enfant, tout magnifique, de grands rêves et tout. Et puis là, tu arrives à l'hôpital et le test, je me dis bien qu'à ce moment, tu l'appréhendes, tu te dis non, Seigneur, je suis en train de me tromper. Ouais. Et puis là, on te dit surdité sévère. Dans quel état d'esprit tu étais? Une claque. Une claque parce que, comme tu dis, en fait, on a parfois l'impression que tout est déroulé. Hein, je rentrais tout fraîchement de mes études, j'avais eu mon super boulot, j'avais eu mon super bébé. Et ça a été une période difficile. Difficile, mais Dieu merci, je ne saurais pas d'où j'ai puisé cette force, mais à aucun moment je me suis sentie abattue. J'ai plutôt eu l'impression que c'était une situation, peut-être parce que j'ai aussi un peu fait psychologie, mais j'ai vraiment plutôt eu l'impression que c'était bon, ok, c'est ça, bon, on va chercher les moyens. Qu'est-ce qu'il faut faire? À aucun moment, je me suis dit, c'est mort. Je me suis juste dit, ah bon, finalement, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Et contrairement au verdict, ce qui m'a le plus touchée, je pense, quand j'y repense, ça a été parfois l'attitude des gens. L'attitude des gens, les réactions. Je me suis sentie indexée. Finalement, un peu comme ce petit tapis qu'on déroule et puis quelqu'un dit « haha, finalement ». Finalement. On attendait avec impatience. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était vraiment le cas, mais par contre, je l'ai senti comme ça. Et je l'ai vraiment pris comme non. C'est un caillou sur la route, mais on va juste déplacer ce caillou et puis on va évoluer. Et donc, tout de suite, j'ai cherché à savoir ce qu'il fallait qu'on fasse dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fallait faire. Les médecins à l'époque, déjà d'abord à Libreville, m'ont dit que ça allait être difficile, qu'il fallait que je me prépare à éventuellement apprendre la langue des signes parce que le niveau de surdité était élevé, que j'allais avoir des difficultés même pour qu'ils puissent parler. Et ils m'ont mis en avant plein de choses, mais bon, moi, ça ne m'a pas découragée. J'étais prête en fait à le faire. Et comme diraient les autres, mon fils, ma bataille.
Mon fils, mon combat. Donc, exactement. je l'ai plutôt pris comme ça. Ça a été difficile pour le père. Je pense même que ça a joué dans notre rupture. Ça a été difficile, mais je l'ai pris de façon très, très sportive. Hein. J'ai cherché ce qu'il fallait faire. Comme je disais, je travaillais déjà, donc j'avais une bonne assurance maladie. À l'époque, j'ai bénéficié d'une évacuation. Nous sommes allés en Afrique du Sud et ce qui nous a été proposé là-bas, c'était soit un implant qui demandait une chirurgie ou un appareillage. Bon, j'ai pas voulu la chirurgie. J'ai d'abord voulu tester l'implant, même si plutôt la prothèse. La prothèse, même si tout de suite le médecin, même en arrivant en Afrique du Sud, m'a dit que la surdité était plutôt profonde et que pour elle, même avec une prothèse, la probabilité pour qu'il puisse parler et évoluer normalement pour le médecin d'Afrique du Sud semblait difficile. Mais je lui ai dit, bon, on va d'abord tester la prothèse. Et si vraiment ça ne marche pas, on pourra évoluer vers une chirurgie comme l'implant cochléaire. Donc voilà, il a eu sa première prothèse, il avait 18-19 mois. Et on a fait 2 mois là-bas. Il a démarré l'orthophonie et Dieu merci. Est-ce que tu voyais des changements? Mais Dieu merci, je t'assure que dès le port de la prothèse, les réactions tout de suite étaient là. Tout de suite. Et je pense même que c'est en Afrique du Sud la première fois qu'il m'a appelé maman. En étant en Afrique du Sud, je l'appelais maintenant à tout bout de champ. Je ne vais pas citer son nom parce que sinon il va se sentir pousser des ailes et tout. Mais dès que je l'appelais, il réagissait, il m'appelait. J'étais aux anges. J'étais aux anges. Je me rappelle encore l'orthophoniste, c'était des exercices très simples parce qu'il fallait tout apprendre. Et moi, je dirais que ça a été plus un apprentissage en réalité pour moi que pour lui. Parce que souvent, nous tous, quand on grandit, on ne se rend pas compte qu'en fait, c'est pas donné de parler. Il faut entendre pour parler. Et on prend vraiment les choses pour acquis. Mais quand je revois les exercices qu'on a eu à faire, lui apprendre c'est quoi le bruit de l'eau. On ouvre un robinet, est-ce que tu entends? Ah oui, c'est l'eau. Un chien, ah c'est le chien. Il se m'a imité. Et là même, ce qui m'amusait à l'époque, c'était qu'il imitait. Dès qu'il entendait un bruit, il imitait. Le chien, il se m'a aboyé. Mais j'étais contente parce que c'était un changement total dans tout ce que nous vivions, même si c'est vrai qu'on avait finalement réussi à communiquer sans forcément parler. Et donc, du coup, depuis ces 18 mois, il a appareillé. Comme je vous disais, aujourd'hui, il a 22 ans. Le retour à Libreville, je me suis beaucoup renseignée. J'ai voulu rencontrer des personnes qui avaient des enfants, aussi qui avaient des difficultés auditives. J'ai une pensée toute particulière pour Monsieur Makanga qui est décédé, qui était mon prof d'histoire géo à l'époque. Et par le biais des différentes personnes, on m'avait dit, mais vois, Monsieur Makanga, il a un enfant qui a la même difficulté et son fils a 18 ans maintenant. Ah, mais j'étais allée vers lui avec vraiment l'envie. C'était tellement nouveau. Et puis, donc, lui, il m'a rassurée, il m'a dit, non, t'inquiète pas. Ce sont des mots. Et effectivement, ce sont des mots. Tu auras l'impression que c'est quelque chose, mais quand tu vas t'habituer, tu vas te rendre compte qu'il n'y a rien. Et c'est vraiment le message que je voudrais donner, parce que de temps en temps, j'ai des gens qui m'appellent « Bonjour madame, c'est telle personne qui m'a donné votre numéro parce que j'ai un enfant qui a tel problème. » Puis je dis « Non, c'est rien. » Et en fait, nos enfants, c'est nous qui faisons d'eux ce qu'ils deviennent ou ce qu'ils sont. Je pense que j'aurais baissé les bras, je me serais mise dans un schéma, j'ai honte, je me gêne, peut-être que. Mais aujourd'hui, moi, je suis très, très fière de mon fils. À la limite, même à lui, je dis, mais revendique ce statut, ne fais pas comme si. C'est une différence qui... C'est une différence qui fait toute la différence. Qui fait toute la différence. Et moi, j'ai envie de te demander, Léa, il y a un point qui est très important. Tu le disais tout à l'heure, le regard de l'entourage. Alors moi, il y a 2 points que je relève. Premièrement, c'est d'abord comment ton entourage autour de toi a réagi à tout ça. Enfin, ton entourage autour de toi. Comment ils ont réagi à tout ça, comment ils t'ont porté. Mais c'est aussi cette absence d'information. Tu sais, lorsque une femme est enceinte, tu le disais, c'est comme si tout était déroulé en fait. On a tellement l'habitude de la grossesse parfaite, de la naissance parfaite et du bébé parfait, que lorsque un bébé naît avec un problème,
La première chose que l'on adresse souvent, c'est c'est comme si on mettait la culpabilité sur la mère. Tout à fait. Et surtout, elle se retrouve dans un désert d'informations. Elle ne sait pas à qui s'adresser, elle ne sait pas où aller. Et bon, heureusement, toi, après, avec l'évacuation dont tu as pu bénéficier, mais surtout ta formation en psychologie, ça t'a permis de te porter toi-même et de porter ton enfant. Je pense. Alors, comment tu peux, pour une personne qui vit ça aujourd'hui, premièrement, gérer l'entourage et deuxièmement, gérer le désert d'information, comment elle ferait? Bon, de nos jours, je vais d'abord parler du désert d'information. Il n'existe plus. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, même Facebook, les réseaux sociaux, c'est une mine sans fond. C'est vraiment, on trouve tout. Des choses les plus utiles à celles qui le sont moins. Mais vraiment, aujourd'hui, je pense que le désert d'information n'existe quasiment plus. Quand on cherche, on trouve toujours, parce que moi, ça a été l'occasion même de découvrir l'ENEDA à l'époque, et ce n'était absolument pas ce que c'est aujourd'hui. Donc, je pense que pour toute situation, comme que ce soit celle-ci ou toute autre, ça demande d'abord beaucoup de confiance et de courage. Maintenant, l'entourage, je ne sais pas si c'est un problème que je dirais propre à nos sociétés africaines, mais on ne sait pas gérer le handicap. On ne sait pas gérer le handicap. Au niveau de l'entourage, moi, je vais classer. Il y a mon entourage direct qui a été formidable, vraiment formidable, que ce soit mes parents, mes frères, mes sœurs. Ça a été... je me suis sentie portée par eux. Et après, il y a on va dire le deuxième cercle. Le deuxième cercle, il y a les amis, les vrais, les faux. Il y a la famille, il y a les personnes qui se pensent bien pensantes. Et il y a même, je ne sais pas le nombre de fois qu'on m'a proposé des églises et des séances de délivrance. Je n'en ai fait aucune parce que je n'ai pas voulu prendre ça comme un sort ou quelque chose. Moi, je l'ai pris comme... c'est Dieu qui a fait et tout ce que Dieu fait est bon. Maintenant, il faut juste trouver le moyen de corriger. C'est comme limer, hein, quand un ongle pousse trop ou quand il y a une correction, voilà. Quand il y a quelque chose, on corrige. J'ai pas pensé à mal. Et vraiment, je pense que la force de caractère joue énormément. Et je dirais pas que c'est pas le cas des hommes, mais je pense que les femmes, parce qu'elles portent les enfants, elles portent le monde, elles sont capables de vraiment beaucoup de choses. J'ai été vraiment, je pense... c'est que mon fils m'a servi de carapace, en fait. Je ne vivais que pour lui. D'ailleurs, même l'écart qui existe entre lui et les autres, à chaque fois, je me disais, mais moi, tant que je n'ai pas réglé le problème de Marco, il est hors de question. J'ai lâché son prénom. Tant que je n'ai pas réglé son problème, je ne ferai pas d'enfant. Et même ma mère me disait, ne lui dis pas ça. J'ai dit non. Et vraiment, je peux dire, j'ai mis ma vie en parenthèse parce que je me suis donnée à fond. À fond. L'appareil à l'époque, aujourd'hui même, je suis surprise, il y en a qui les vendent ici. À l'époque, ça n'existait pas. Les piles, on ne les trouvait pas. Le Gabon, c'est un pays bourré d'humidité avec le climat qu'on a. Donc, je ne te passe pas le nombre de pannes, le prix de l'appareil, qui lui n'est pas... Une fois que tu l'as porté, l'assurance ne le prend plus en charge. Une oreille te coûte environ 1 million. Et il fallait toujours acheter des stocks de piles. Un enfant, tu lui dis comment de ne pas jouer et de ne pas transpirer. Donc, j'avais toujours des problèmes d'humidité, de correction. Et je peux vraiment dire que je me suis investie, mais à 200%. Dieu merci, je travaillais. Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Je me suis investie vraiment. Et moi, je dirais... j'ai même des tantes, hein, des personnes assez proches, bien pensantes, qui me disaient, mais pourquoi tu dépenses autant ? Pourquoi tu dépenses autant ? Tu le laisses, c'est pas grave, regarde les autres. Et je me suis même rendu compte que nous ne donnons pas, ou quand ils ont des prénoms, quand on se rend compte que les enfants sont sourds, en tout cas du moins chez moi, ils n'ont plus de prénom. On les appelle littéralement le sourd. Ça me choquait. Je dis, mais je peux pas appeler mon fils comme ça, il a un prénom. Oh non, mais pourquoi te fatigue pas, vas-y, continue ta vie. Et voilà, comment je dis là avec, je pense que c'est la force personnelle.
la force personnelle. Alors, j'ai envie de te demander, souvent lorsqu'on est confronté à une situation difficile, la réaction peut être aussi particulière. Tu as dit tout à l'heure que ton fils a été ta carapace et à certains moments, on peut avoir des émotions qui sont un peu différentes. Est-ce qu'à un moment, tu t'en es voulu? Est-ce qu'à un moment, tu lui en as voulu? Jamais. Jamais. Non, jamais. Jamais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai pris comme ce que Dieu a fait. Vraiment, moi, j'amuse à dire qu'il est parfait dans son imperfection, si imperfection existe. Parce qu'en fait, je ne sais même pas c'est quoi être parfait. Pour moi, je l'ai pris comme tel. Vraiment, je l'ai pris comme tel et je le prends comme tel. Je ne cherche pas à en faire quelqu'un d'autre. Non, je m'en vouloir. J'ai cherché à savoir qu'est-ce qui aurait pu causer ça, oui. Qu'est-ce qui aurait pu causer ça? J'ai cherché à savoir si génétiquement il y aurait pu y avoir un lien, mais je n'ai rien trouvé, que ce soit dans ma famille ou dans celle de son côté paternel. J'ai pas trouvé. En termes de médicaments, j'en ai pas pris particulièrement enceinte. Non, c'est vrai que j'ai cherché un moment qu'est-ce qui aurait pu causer ça, mais j'ai rien trouvé et à aucun moment je ne m'en suis voulu ou je ne lui en ai voulu puisque je ne savais pas d'où ça venait. Alors, on comprend que toi, tu as vraiment été une maman super forte et tout. En gros, le pylône même de ton fils, parce que toi-même, tu l'as dit, hein, c'est nous qui façonnons les enfants. Si tu es une maman apeurée, ben, l'enfant va être apeuré. Si tu es une maman honteuse, l'enfant va être honteux. Ben, c'est à quel moment, si je peux le dire comme ça, si ça existe même d'accepter le handicap, c'est à quel moment que tu acceptes le handicap de ton fils? Si bien entendu, il est possible de l'accepter. Oui. Déjà, comme je te l'ai dit, je viens même de le dire, moi, j'appelle pas ça un handicap. Je préfère le terme différent. Je préfère penser qu'il est différent. Et à l'annonce de ce verdict-là, quand j'ai cherché, avant qu'on aille l'appareiller, j'ai eu une phase difficile. Je pense peut-être je me suis repliée sur moi. J'étais très triste. Je pleurais beaucoup. Je pleurais beaucoup. Je pleurais. Et enfin, je sais pas si je peux dire que l'amour déborde. Hein, je sais pas. Mais même quand il était tellement beau. Il est toujours... Non, vraiment, Je confirme, chers auditeurs, j'ai vu sa photo. Vraiment, Gina, je saurais pas quoi... C'est juste parce qu'il a 23 ans. Parce que sinon, jeune. Je suis genre un peu trop vieille. Mais je peux t'assurer que tous mes moments de doute, de crainte étaient effacés quand je... Enfin, vraiment, c'était effacé. C'est un moment, oui, seule, je peux pleurer dans ma chambre, me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais puis, s'il vient là, mais c'est fini, quoi, en fait. C'est fini. Donc, moi, je l'ai accepté. Franchement, mais je le dis, il est parfait dans son imperfection. Il est parfait dans son imperfection. Et à la limite, on ne fait pas l'histoire avec des si, mais je me dis qu'il est arrivé comme il devait arriver. Je ne l'imagine même plus autrement. Il est comme il est, tout le monde l'accepte. Non, je pense que je l'ai accepté. La douleur ou la pilule a été digérée avant ses 2 ans. Quand on a eu cette information, déjà, moi, j'ai lutté pour qu'on y arrive parce que je le sentais, peut-être l'instinct maternel. Quand il y a eu la confirmation, quelque part, je me suis dit, bon, je ne me trompais pas. Ok, encore un autre combat, un autre combat. L'évacuation a été très difficile à avoir. Je te passe les difficultés administratives, la négligence de nos médecins qui m'ont mal orientée, des papiers que j'ai eu à refaire. Vraiment, je passe beaucoup de détails. Mais je me suis tellement investie dans comment faire pour nous sortir de là, que j'ai pas pris le temps de me morfondre ou de me poser des questions. Non, j'ai investi vraiment toute l'énergie dans on trouve une solution. On trouve une solution. Et je pense que c'est l'oisiveté parfois qui laisse la place aux mauvaises pensées. Je me suis pas laissé les bras ballants. J'ai pas attendu que quelqu'un m'aide. Vraiment, je cherchais, j'appelais des hôpitaux moi-même. Quand je reviens un peu à la difficulté, c'est-à-dire que j'ai été orientée d'abord par un ORL de la place sur une évacuation au Val-de-Grâce à Paris. Donc, on a fait tous les documents, tout était prêt. Et j'appelle pour me rassurer que tout est prêt. Et quand j'appelle, on me dit, mais non, mais c'est incroyable, mais non.
nous, on ne s'occupe pas de ce genre de cas. Et on a déjà dit à X reprises à ce médecin. C'est ce que le Val-de-Grâce dit. Oui. Alors que moi, tout mon dossier est prêt. Et quand j'appelle pour me rassurer le rendez-vous, on me dit « Mais non, mais c'est quel médecin ?» Je vous passe le nom du médecin, avec une énorme renommée. On me dit « Mais on lui a dit qu'on ne fait pas ça ici. » Ah bon? Donc du coup, dossier à refaire. Il t'a fait perdre du temps. Il m'a fait perdre du temps. Dossier à refaire. Et c'est d'ailleurs mon père, que Dieu ait son âme, qui m'avait dit « Bon, attends, j'ai un parent qui est médecin. » On allait voir un autre médecin qui, du coup, n'était pas Aurel et qui nous a orientés maintenant sur l'Afrique du Sud et où on a pu trouver une solution. Donc, je pense que l'énergie a vraiment été utilisée pour trouver une solution, en fait. Et j'ai pas eu le temps de réfléchir. C'était lourd. J'avais beaucoup de choses à faire. Je pouvais pas m'asseoir et puis me mettre peut-être à critiquer ou à penser ou à me m'enfondre. J'ai pas eu le temps de ça. Exactement. J'ai pas eu le temps. Tu as dit que c'est vrai qu'on ne fait pas un monde avec des si. Mais moi, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, est-ce que, tu l'as dit toi-même, il devait venir comme ça. Mais j'ai envie de te demander, qu'est-ce que ça a changé en toi? Est-ce que tu penses que tu aurais été la même femme si les choses impossible. Impossible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'annonce a été une claque. Et je pense que grâce à lui, je me suis fortifiée. J'ai eu les pieds sur terre. Il m'a permis de relativiser beaucoup de choses. Tout à l'heure, on parlait de la perfection ou de la normalité. Pour moi, je ne sais pas ce que ça veut dire être normal. Je ne sais pas ce que ça veut dire être parfait. Et je sais aussi qu'en fait, quand on veut quelque chose, si vraiment on met toute l'énergie possible, moyen ou pas, on y arrive. Et je pense que je suis la personne que je suis aujourd'hui, d'abord et surtout grâce à lui. Petit moment d'émotion, mais c'est vrai. Et en tout cas, il a fait de moi la personne que je suis. Je le comprends. Alors, aujourd'hui, Léa, comment est votre vie? Enfin, votre vie ensemble. Comment il va? Il va très bien. Tu nous as parlé de son jeune âge, de ses problèmes, de toutes les difficultés qu'il a vécues dès qu'il est arrivé au monde, tous ces challenges. Et d'ailleurs, c'est un battant, faut déjà le préciser. Alors, on laisse tout de suite partir. Aujourd'hui, j'ai vu sa photo. Oui. C'est un grand garçon maintenant. Comment il va? Quelle a été la suite? La suite, ça a été donc après l'appareillage, mais une scolarité normale. On a été jusqu'au CM2, mais j'étais toujours dans mon optique de vouloir le mieux pour lui. Donc, plusieurs personnes, oui, on voit le en pension, on voit le dans un institut pour sourds à l'étranger et tout. Mais je me disais toujours que je vais attendre qu'il soit assez grand. Donc, du coup, quand il a eu 12 ans, il a d'abord fait sa 6e ici. Et après la 6e, je l'ai envoyé en France dans un établissement spécialisé pour les personnes malentendantes et dyslexiques. Voilà, donc il a fait tout son secondaire là-bas. Aujourd'hui, il a 22 ans. Il est rentré, il est même en stage en ce moment à Port-Gentil. C'est un garçon épanoui. Qui est encore en train de se construire aussi parce que bon, il sort à peine de l'adolescence, le jeune âge. Je pense que maintenant, les challenges sont les siens. Les challenges sont les siens. La suite du petit combat qu'on a pu mener à deux, il faut maintenant qu'il se l'approprie, qu'il s'affirme. Je pense qu'il va écouter ce podcast, qu'il s'affirme et qu'il soit un exemple de réussite dans la différence. C'est tout ce que je lui souhaite. Il a pas mal de modèles de référence, même ici au Gabon. J'envoie un petit big up à Serge, au Congo. Beaucoup de personnes connaissent. Donc, la lutte continue, mais je pense qu'elle continue pour tout le monde. Qu'on soit entendant, malentendant, handicapé, la vie est un combat pour tout le monde. Donc maintenant, c'est à lui de se construire. Mais sinon, c'est un garçon épanoui, très brave. Et le petit message que je pourrais dire en fait à toutes les jeunes mamans, parce que pour moi, c'est maintenant c'est du consommé, même quand les gens me disent oh, « ton fils est comme ça », je dis « oh, c'est banal pour moi ça ». Donc c'est juste leur dire qu'en fait, il n'y a rien. Il faut qu'on déconstruise les idées qu'on se fait justement. Faut pas trop idéaliser ou s'inventer des rêves. Il faut vivre la vie. Et quel que soit le verdict ou le diagnostic qui peut être posé, on trouve toujours une solution à tout. Tu nous as dit que tu as 5 enfants. On a parlé du premier et de sa magnifique histoire. On n'a pas parlé des 4 autres. Coucou les 4 autres. Les 4 autres. Quelle est la relation qu'ils ont? Est-ce que ses frères comprennent?
sa différence? Est-ce que lui, il se sent pas... enfin, tu vois, un petit peu... Oui, mais en fait, Gina, dans ta question, il y a ce que je te dis. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il n'y en a pas. C'est leur grand frère, ils l'idéalisent. Il y en a qui sont fans de foot. Comment on voit son grand frère, c'est vraiment de l'extérieur, peut-être. Quelqu'un qui ne le vit pas, qui voudra voilà, qui va la pointer. Moi, j'en ai jamais parlé à mes enfants, pour te dire. Ils ont vécu ensemble, je leur ai jamais dit. Ils se rendent bien compte que quand il est là, il faut parler fort. On remarque quand il a sa prothèse et quand il l'a pas. Donc, on sait exactement comment fonctionner avec lui, ce qui fait que c'est notre routine. S'il passe, on n'entend pas, on tape. Hey, Marco, nous, on t'a dit que... Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas de différence en réalité. Et ce que j'espère derrière ce podcast, c'est justement briser ces prérequis, ces préjugés, ces idées reçues, pour dire qu'en réalité, c'est nous qui construisons et déconstruisons les choses. C'était très important pour moi d'avoir cette conversation avec toi aujourd'hui et de la partager au plus grand nombre. Merci beaucoup. Merci Ivanov et on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Portez-vous bien. Au revoir.